Vacheron Constantin est de retour sur la chaîne, les amis, après Raphaël qui nous a régalé avec la montre de son grand-père, une Vacheron Constantin ultra plate en or. J'ai le plaisir d'accueillir Augustin qui lui vient nous raconter sa Vacheron Constantin également en or de 1993 avec un superbe calendrier. Cette montre, c'est un délicieux mélange de simplicité et de complication digne d'un délicieux cocktail dont seul le barman connaît la recette. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Augustin. Ça va? Et toi? Bah parfaitement bien. T'as la banane comme si tu avais face à toi un client qui déguste un bon cocktail. Absolument. C'est à peu près ça? Totalement, oui. Je sens les amis que tout à l'heure dans la section recto-verso, on va se régaler. Alors, cette vie-ci, Vacheron Constantin, tu nous la montres? Absolument. Belle montre en or, petit format. J'ai déjà repéré une superbe boucle avec la croix de l'ordre de Mappe. Tu peux me la passer pour que je l'essaye? Tu me permets de l'essayer? Absolument. Ah, ça c'est beau. Hein, mais alors amis, la boucle Ardillon est un peu tatillon. Ouais. Mais bon. Tiens, hop. Voilà. Ah, magnifique. Alors, raconte-nous un petit peu cette montre qui me fait penser, je ne sais pas si tu l'as vu, à notre ami, je le salue, Arthur avec sa Universal Genève full calendar en or. Oui, Là, oui. on a magnifique pièce. voilà, 3 cadrans disposés en Compax, hein, selon l'appellation chez Universal Genève. Alors raconte-nous cette montre. Tu l'as achetée quand? Alors je l'ai acheté il y a à peu près un an. Ouais. Je l'ai acheté en Italie à quelqu'un que je connaissais qui l'avait laissé un revendeur en dépôt. Ouais. Et il avait acheté pour son fils à l'époque, en 92-93. Et son fils ne l'a jamais porté. Et du coup, il s'en est séparé il y a un an et demi à peu près. Et du coup, c'est moi qui en ai hérité un peu. Et c'est un héritage un peu particulier quand même. C'est un héritage qui t'a coûté des sous, quoi. Oui, mais bon, quand on aime, on essaie de pas trop coûter. Ouais. Mais non, voilà, c'est vraiment une montre qui m'a tapé dans l'œil. J'ai beaucoup hésité avec un autre modèle de chez Vacheron parce que je voulais vraiment partir sur une Vacheron. Et c'est finalement ce modèle-là qui a primé et j'en suis absolument pas déçu. D'accord. Vraiment... Donc, tu voulais une Vacheron, mais tu l'as acheté en Italie. Ça veut dire que tout ça s'est fait à distance ou tu es allé sur place? Tout ça s'est fait à distance. J'ai demandé énormément de photos, de tests, de photos du mouvement, des poussoirs s'ils fonctionnaient bien, si la face de lune fonctionnait très bien. Tout était parfait. En plus, elle est absolument en super bêta avec tous ses papiers d'origine. Il y a même le plastique dans lequel elle était avec signé Vacheron Constantin. Enfin, ah ouais, absolument, c'est une montre qui est, donc les amis, on est en 2021. Hein. Donc elle avait été achetée en 93, donc elle est restée dans un tiroir. Elle est restée, bon, elle a été portée quand même un petit peu, il a porté un petit peu quand même ce monsieur, mais il n'a pas dû la porter plus d'une 50aine de fois je pense, donc elle est restée dans un placard quasiment plus de 20 ans. Quoi. Ouais, quasiment plus de 20 ans. Pourquoi tu disais, j'ai hésité un peu, mais ce que je cherchais c'était une Vacheron Constantin, ça évoque quoi pour toi, Vacheron Constantin? Qu'est-ce qui fait que c'était cette marque? La rigueur et l'excellence pour moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, et dans mon métier et aussi dans mes passions. Ouais. Et ça m'a tout de suite tapé dans l'œil quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au monde de l'horlogerie. Et ils ont beaucoup, bon c'est très commercial ce que je vais dire, mais un regard sur le passé et un regard sur le futur. Et donner autant d'importance à leur héritage, je trouve ça vraiment très intéressant. Et ce modèle-ci en particulier, c'est les modernes. En fait, à partir de 90, ils ont commencé à lancer des nouvelles gammes chez Vacheron Constantin, dont celle-ci, qui faisait partie aussi, qui existe aussi avec un perpétuel calendrier, avec un calendrier perpétuel, qui a sa sœur jumelle chez Audemars Piguet aussi, qui a un mouvement, je m'en souviens plus trop. C'est pas grave. Mouvement, mais c'est pas grave. Et justement, le fait d'avoir une montre à complication, ça c'était
Enfin, à complication, n'exagérons pas, parce que quand je la regarde comme ça, donc tu as le jour du mois, tu as c'est une day-date en fait, avec phase de lune. Avec phase de lune, absolument. Voilà, okay. Et je vois quand même que tu as les jours de semaine en français. Oui, parce que, comme je disais précédemment, elle était en Italie, et énormément de ces montres, ce modèle-ci en particulier, ont été vendus en Italie, parce qu'avant 96, du coup, c'était pas Richemont qui détenait Vacheron. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils ne faisaient pas beaucoup de communication, et historiquement, ils ont commencé à vendre en Italie, en France et en Suisse. Et du coup, c'est pour ça que la plupart de ces modèles sont avec jour français. Il existe aussi en date anglaise, mais il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas tant que ça. Ok, ça aurait changé quelque chose que la date soit autrement qu'en français? C'est un petit plus. Un petit plus pour toi. Un petit plus pour toi. Ok, donc effectivement, tu as 3 boutons poussoirs qui servent à régler chacun, j'imagine, ou à débrayer pour la date, le jour de la semaine et la phase de lune. C'est ça, c'est ça. Ok. J'ai le sentiment, les amis, qu'on est tombé sur un client sur Vacheron Constantin, mais il n'a pas de chance non plus. C'est que j'ai un bouquin sur l'histoire de la manufacture, donc je lui ai contacté. Mais évidemment, je l'ai contacté avant, c'est lui qui m'a contacté. Voilà. Mais je lui ai concocté un quiz digne de ce nom, mais tu auras ta chance, hein, Augustin. J'espère bien. Tu auras ta chance. Hein. Comment tu la résumes avec un adjectif, celle-ci? Intemporel ou sobre. Intemporel ou sobre? Finalement, un peu le diptyque simplicité, complication. Voilà. Hein, intemporel, sobre. Ouais, mais sobriété, dans sobriété, on peut voir des lignes qui sont assez épurées, il n'y a pas de trucs clinquants, etc. Mais mine de rien, ça reste une montre en or. C'est sûr, c'est sûr. Mais pour une montre classique de l'époque, c'est un peu les standards de l'époque, on va dire, sur certains modèles, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, ils faisaient très rarement des montres en acier. Ouais. Avec les guerres qu'il y a eu et pénurie d'acier, c'était la plupart du temps en or, donc en métaux précieux plutôt. Donc bon. Ça a été la culture de pas mal de manufactures horlogères. Je te rappelle quand même si, bon, on a compris qu'Augustin était quand même plus jeune que moi, en 90, ça faisait quand même 45 ans qu'il n'y avait plus de guerre, en tout cas en Europe, de guerre mondiale. Après, malheureusement, il y a eu les problèmes dans les Balkans, notamment, etc., etc. Petit détail que tu préfères dessus? Le guillochage. Le guillochage. Sans hésiter. Ouais. J'étais malheureusement presque sûr qu'il allait me dire le guillochage, les amis. La boucle aussi. Ouais. Non, mais pourquoi je dis presque sûr? Parce que malheureusement, c'est le truc le plus dur à filmer. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un guillochage. Tapisserie fine. Ouais, c'est ça, petite tapisserie. Petite tapisserie. Petite tapisserie. Voilà, effectivement. Avec il y a tout le classicisme là-dedans, c'est-à-dire le cadran blanc. Un chemin de fer très sobre, des aiguilles, en tout cas l'aiguille des heures, on a l'impression que c'est une aiguille feuille, vu comme ça. Ça ressemble, oui, ça y ressemble. Voilà. Je vois écrit sous la phase de lune automatique. Absolument. Donc il y a un calibre automatique qu'on sent un petit peu, mais pas beaucoup. C'est assez, ouais, mais on le sent. Par rapport à un Valjoux 7750, ça fait quand même nettement moins de bruit. C'est sûr. Qui était aux manettes des calibres à l'époque? Alors à cette époque, c'était un Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre? Ouais. Bon, c'est un, si je dis pas de bêtises, 1126. 1126 ouais. Je souffle, les amis, ça ne fait pas partie de la question, de l'une des questions du quiz. C'est quoi le format? J'ai un petit doute entre 34, 32 34. Couronne comprise? Non, couronne non comprise. Ok, j'ai une question pour toi. Parce que je l'ai eu il y a quelques jours dans les commentaires de la chaîne. Globalement, quand on parle du diamètre de la montre, c'est toujours hors couronne et j'ai l'impression que parfois c'est un peu ambigu tout ça. Alors il y a des gens sur internet qui essayent de vendre des montres de petit calibre en faisant passer en 35.6 avec la couronne, sans dire que c'est avec la couronne bien évidemment. Mais en règle générale, sur toutes les annonces qu'on peut voir, ou même quand on parle à des vendeurs horlogers ou autres, c'est sans couronne tout le temps. Ouais. Le diamètre est sans couronne. Ouais. D'accord. Tu parlais de la boucle Ardillon, absolument magnifique, les amis. On voit vraiment quasiment 3 pans
de la croix de l'ordre de Malte. Elle est en or également là. Absolument, 18 carats. Oui, tout avec, pareil, avec les poinçons 18 carats ou 750 millièmes, les amis, ce qui veut dire exactement la même chose. Un bracelet Vacheron Constantin d'origine. D'origine, le bracelet qui était vendu avec, qui a fait son temps. Ouais, qui a fait son temps. Mais bon, j'aime bien. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Je relaye la mienne, enfin mon comportement à moi. Vous avez bien compris que la chaîne, le sujet, c'est d'essayer de comprendre et de s'inspirer de ce que raconte l'invité, de voir s'il y a des trajectoires communes qui fait que ça va vous donner envie, ou vous allez regarder une marque ou un modèle différemment. Et bien, quand j'achète une montre vintage, qui est d'ailleurs globalement la seule chose que je fais, lorsqu'il y a un bracelet cuir d'origine, je l'enlève tout de suite. Tu vois, et je le mets dans une boîte, je le préserve, et puis après, je prends plaisir à mettre d'autres bracelets, etc. Mais je ne détériore pas le bracelet d'origine. Là, on sent qu'il va falloir faire attention parce qu'il commence à craquer un petit peu dessous. Voilà, et ce serait dommage, si un jour, je ne te le souhaite pas, tu es amené à t'en séparer, ce serait dommage que tu puisses plus dire bracelet d'origine. Absolument. Alors, j'ai un autre bracelet qui est avec, qui n'est pas un Vacheron Constantin. Ouais. Mais je le porte assez rarement parce que j'aime vraiment en fait avoir la montre dans son ensemble originel, on va dire. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et puis le bracelet, il est très agréable à porter. C'est assez fin comme bracelet et puis Bien même sûr. le diamètre est très fin aussi, c'est 16-14. Ouais. Donc j'aime bien. Après, bon, je sais qu'il est un peu fatigué. Ouais. Mais là, bon, c'était surtout pour qu'elle soit complète et d'origine. Pour venir sur la chaîne. Oui, absolument. bien sûr. Donc là, ça veut dire que comme elle a été presque pas portée, que tu as le bracelet d'origine, tu as un set comment? Tu as un set complet à la boîte? Absolument complet. J'ai surboîte, boîte, carte d'origine, facture d'origine. J'ai même le plastique signé Vacheron Constantin dans laquelle elle était vendue. Le poussoir en or 18 carats pour les poussoirs, l'espèce de petits trucs à ne jamais utiliser d'ailleurs parce que ça enlève, ça abîme le métal. Ouais. Mais voilà, j'ai absolument tout. Donc tu as ce qu'on pourrait qualifier d'un full set. Absolument. Alors là les amis, c'est une aubaine parce que ça va être le sondage de cet épisode de Petite Montre entre amis. L'importance du full set sur une montre vintage. Alors moi je vous le dis tout de suite, ça n'a aucune importance. Tu donneras ta réponse ou manifestement il l'a donnée. Si vous voulez vous faire avoir avec un grand A, vous cherchez des vintage full set. Alors là on est en 93, donc elle a un petit peu plus de 25 ans, mais des papiers, des boîtes, des surboîtes, des cartes de garantie, etc. Anonymes, ça s'achète partout, sur Le Bon Coin, sur Ricardo, sur eBay, etc. Moi, je crois que c'est un faux débat et que le premium qu'il peut y avoir sur un full set comme ça, c'est limite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, répondez au sondage sur l'onglet communauté sur l'importance ou non des papiers sur des modèles vintage. Les amis, si vous achetez une montre et que vous ne voulez pas faire une bonne affaire, vous l'achetez chez Philips, vous l'achetez chez Sotheby's, ce n'est pas des bonnes affaires que vous allez faire là-bas. Vous allez payer plein pot, plein tarif. Alors vous vous direz, oui, mais j'ai la garantie du truc, du machin. Attendez, des experts horlogers, il y en a plein dans toutes les maisons de vente, d'accord? Mais vous paierez plein pot, voire même plus cher, d'accord? Parce que c'est la vente. Vous voyez, la vente importante. Et n'oubliez pas que ces maisons de vente aux enchères, elles sont là pour faire le marché. Les montres, elles n'apparaissent pas comme ça en loose day. Elles connaissent les propriétaires. Il y a des timings, il y a le marketing de la vente qui est à faire. Voilà. Donc une bonne affaire, pour moi, c'est plutôt une montre où vous êtes serein sur l'origine, etc. Et que potentiellement, elle n'est pas dans les fourches codines des marchands, parce que sinon, vous n'avez aucune chance. Ou alors, vous paierez un truc plein pot et il ne vous restera plus qu'une chose, prier pour que le marché continue à être un petit peu délirant, à constamment augmenter, etc., etc. Donc ça veut dire que si elle n'avait pas été comme ça en full set, ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors, un petit peu, vu qu'elle était à l'étranger. Et voilà. Et je me serais déplacé, je pense, même avec tous les tests qu'il y a eu, tout ce que j'ai demandé avant la vente. Je pense que je me serais déplacé quand même. Après, pour moi, mon opinion personnelle, c'est la condition
et l'état général de la montre avant le full set. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de contrefaçons et c'est très facile de faire de la contrefaçon. Donc, Ben oui, et trafiquer une montre avec des pièces dites d'origine, si c'est conforme à l'origine, parce que le vrai terme c'est celui-là, c'est conforme à l'origine, tout va bien. Si c'est mettre des pièces qui ne sont pas les bonnes, là, ça devient compliqué. Mais les faussaires ou les gens qui bricolent, s'ils arrivent à bricoler une montre, vous imaginez bien qu'ils arrivent à bricoler des bien sûr. Et puis même, le nombre, faut regarder sur Le Bon Coin ou eBay le nombre de boîtes ou de papiers vierges qui sont en vente. C'est terrible. On peut rajouter un zéro sur une vente ou 500 balles, 600 balles sur une vente avec une boîte. Ouais. Là, on revient quand même à un sujet dont on n'a pas parlé et dis-moi si ça te pose problème, c'est combien tu l'as acheté? Alors, je l'ai acheté en dessous de la cote actuelle de ce modèle-là, bien en dessous. D'accord. Donc on va dire qu'il ne veut pas complètement nous répondre, etc. Ok, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est juste pour dire que Vacheron Constantin, l'une des marques les plus anciennes, qu'on va mettre dans la haute horlogerie. Absolument. Voilà. Donc on est sur des prix qui sont très très élevés. Donc là, on est vraiment dans le déraisonnable. Voilà. Sachant que de toute façon, que ce soit 100 balles, 500, 1000, 10 000, 100 000, de toute façon, c'est autre chose que l'heure qu'on achète, les amis. Hein. C'est une extension de soi-même, c'est un rêve, c'est une ambition personnelle, etc. Donc, évidemment, sur des montres à ce prix-là, l'origine du vendeur est quand même essentielle. Absolument. Donc là, ça a beau être en Italie, avec tous les poncifs en Italie, vous voyez, les faux sacs, les fausses montres, etc. Je pense que tu as aussi beaucoup regardé qui était le vendeur, bien sûr. Sa réputation, qu'est-ce qu'il vendait, la vitesse à laquelle il te répondait, est-ce qu'il traînait des pieds pour te répondre, etc. Pas du tout. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que, somme toute, vous avez un produit, il y a toujours un risque. Absolument, le risque n'existe pas. Si c'est un vendeur en qui vous avez confiance, vous pouvez vérifier, ça c'est pas mal. Et c'était un professionnel. Absolument. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est mieux d'attendre une montre plutôt que de l'acheter, peut-être pas forcément à un particulier, mais à quelqu'un qui n'a pas forcément une réputation entre guillemets et se faire avoir, ou la payer un peu plus cher ou ce genre de choses. Ça ne me dérange pas par exemple de payer un tout petit peu plus cher si c'est quelqu'un vraiment un professionnel certifié entre guillemets qui a une réputation derrière. Et la réputation d'un vendeur, c'est parce que dans ce monde-là, s'il y a par exemple, je dis une bêtise, quelqu'un qui va vendre une fausse ou quelque chose comme ça, il est radié, grillé, ses clés sous la porte et il n'a plus de réputation. Oui, et la législation française est quand même là, c'est-à-dire quand vous achetez quelque chose à un professionnel, le professionnel c'est un pro, vous ne l'êtes pas. Donc il a des obligations contractuelles, il a des obligations d'assurance. Juridiquement, vous êtes bien plus protégé en achetant à un professionnel qu'à un particulier. Pour autant, moi j'en achète à des particuliers. Bien sûr. Il y a un côté risque aussi, il y a un côté opportunité, il y a un côté découverte qui fait que c'est intéressant aussi, mais ça chacun voit midi à sa porte, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on raconte avec Augustin, bien évidemment, vous le mettez en commentaire, etc. Il faut tout pour faire un monde. Donc on a une montre en petit modèle. Absolument. Un truc que je trouve pas mal, on n'a pas un fond clipsé, on a un fond vissé. Oui. Et pour une montre habillée comme ça, globalement pas étanche du tout. Hein, non, je veux dire, vous imaginez le mec et tout ça, là, il va nager, tout ça, là, avec la. Même un splash, j'ai une goutte de sueur. C'est assez original comme mécanique, ça. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est bien. Je trouve que c'est mieux qu'un fond vissé, et même. Clipsé, pardon. Ouais. Que pour la sudation et ce genre de choses, je trouve que c'est un peu mieux. Et puis même d'un point de vue durabilité du fond de boîte et même du mécanisme, je trouve ça un peu mieux. Écoute, après c'est mon point de vue. Ouais, non mais bon, voilà. Et puis vous avez, on revient sur le fond de boîte, il y a les deux poinçons. Hein, alors je peux pas les lire comme ça, mais il y en a un qui dit la qualité de l'or. Et l'autre probablement la provenance. Voilà. Est-ce que c'est de l'or importé ou c'est de l'or local? Enfin, c'est absolument passionnant. Vous tapez dans Google poinçons métaux précieux. Et là, en fonction du pays, en fonction de l'époque, vous avez même des choses très précises sur le site des douanes françaises actuelles
avec le poinçon, avec l'aigle, avec le hibou, est-ce que c'est dans un rectangle? Tout ça signifie plein de choses et qui sont intéressantes et qui vous permettent constamment de pousser vos connaissances. Et puis après, si vous aimez les partager, c'est encore mieux, quoi. C'est sûr, c'est sûr. C'est une belle montre. C'est vrai que petit à petit, l'âge aidant, je vais à titre personnel sur des modèles plus petits. Pourquoi pas en or? Pas facile à porter quand même une montre en or. Hein. Ça dépend. À Paris, oui et non, mais après, sous une chemise, ça passe sans faute. Après, là, on a vraiment je partage. Vous me demandez de partager un peu plus mon avis, mais là, c'est purement une affaire d'émotion. Là, c'est un chouïa trop classique pour moi dans son approche. Cadran, ok, il est superbe, il est guilloché et tout ça, mais cadran très clair, avec des anses droites comme ça. C'est pas complètement ma cam à titre personnel. Il y a quand même un superbe logo en applique. Mais tu vois, si on prend l'entrée de gamme, si je ne me trompe pas, Vacheron Constantin aujourd'hui, une Patrimony en acier, 3 aiguilles, il me semble qu'il y a. En acier? Et ouais, j'ai vu ça justement, ça démarre à 12 200 €. Alors, c'est pas les Patrimony, c'est les 56. 56, c'est ça. Et c'est en acier, oui. Ouais. C'est super classique. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour le prix, c'est top. Le mouvement est vraiment sympa. Ils n'ont pas le poinçon de Genève dessus. C'est leur seule gamme qui n'ont pas le poinçon de Genève parce que comme c'est des montres qui veulent vendre entre guillemets en grande quantité, il y a la rigueur, il y a tout, mais ils ne font pas autant de tests que sur la gamme Patrimony traditionnelle, historique. Alors, tu ne le sais pas, mais je le dis à tout le monde, hier j'ai enregistré un épisode sur une autre montre et figurez-vous que dans l'une des questions du quiz, on parle des différents observatoires et poinçons, donc le poinçon vipère de Besançon, le poinçon de Genève, etc. Je vous invite à regarder cette vidéo, elle vous fera le grand plaisir et bien évidemment je vous affiche là l'intitulé et le sujet de cette vidéo. J'en termine justement sur ce modèle-là, on va dire qu'on va qualifier d'entrée de gamme, mine de rien. L'entrée de gamme de Vacheron Constantin en acier, il est à 12 200 €. Absolument. Chez Girard Perregaux, on est plutôt à 18-19 000. Chez Patek Philippe, on est à 20 000 balles. Comme quoi, il y a vraiment des choses à regarder. Si on se dit simplement, même si ça n'a rien à voir, on est d'accord, mais si on se dit simplement qu'une Sea Dweller Rolex, ça n'a rien à voir, vous allez me dire je délire. Ouais, mais quand même, ça coûte 10 500 ou 10 800 €. Si tu la trouves. Vous voyez qu'à partir du moment où vous mettez une certaine somme d'argent, il faut que vous vous disiez qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre, etc. Et là, on rejoint son histoire personnelle, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie d'être. Par rapport aux émotions, totalement. Voilà. Donc la moralité de tout ça, c'est que petit 1, chacun voit midi à sa porte. Petit 2, il n'y a pas de mauvaise montre, il n'y a que des belles histoires de montres à raconter. Absolument. Eh ben, je te remercie de cette belle histoire, Augustin. Et on enchaîne sur la seconde partie, souvenir. Tiens, je te la rends. Là, c'est vraiment deux mondes complètement séparés. Une Speedmaster vintage et une montre ultra classique en petit format en or de Vacheron Constantin. Absolument. Quel âge tu as, Augustin? 23 ans, je les ai fêtés il n'y a pas longtemps. Eh ben, bon anniversaire. Merci. Tu auras droit à un coup de trompette. J'espère que ce sera le coup de trompette d'Arthur, le trompettiste avec plaisir. Avec son Universal Genève. 23 ans, c'est cool. Comment t'es venu dans les montres, dans l'horlogerie Un peu par hasard. Ouais. J'ai toujours aimé les belles choses et je travaille dans un milieu qui est assez luxe, on va dire. Et donc, souvent, quand les gens s'accoudent au comptoir, ils ont une belle montre ou ce genre de choses. Et j'ai commencé. Vous l'avez compris, comptoir égale luxe. Hein, c'est un parce que je travaille en hôtel. Non, parce que je travaille en palace. Ouais. Et du coup, il y a une clientèle qui suit, bien évidemment. Et de plus en plus, j'ai commencé à m'intéresser parce que, mine de rien, c'est un sujet de conversation qui plaît derrière un bar. Quand on peut complimenter, par exemple, la personne sur sa montre et une longue discussion commence.
Et au fur et à mesure… Donc c'est avec ton métier en fait que tu as débuté En quelque sorte, oui. Ouais. Oui, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors je suis barman professionnel en hôtel 5 étoiles Palace. Wow. En ce moment, je ne fais rien. Le mec, il fait rien, quoi. Je veux dire, et quand il est en Palace, il fait rien non plus, mais il fait un truc énorme, il nous fait rêver. Il nous fait rêver, il nous transporte. Absolument. Mais ça, on en parlera peut-être plus tout à l'heure, si c'est ça dont tu as envie de parler un peu dans tes autres passions. Mais ça veut donc dire que pour le coup, tu es peut-être le premier sur la chaîne où en fait, c'est ton activité professionnelle et le fait que tu sois constamment en contact de gens qui ont de belles montres. Et c'est vrai que belle montre, ça veut tout dire et rien dire, mais quand on veut, on en a parlé un peu des prix de Vacheron Constantin, effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde, hein. C'est extrêmement clair, c'est quand même un luxe ultime de mettre plus de 10 000 balles dans une montre, un truc qui sert à rien. Hein. Je veux dire, j'ai plus confiance dans mon téléphone quand même, mais en termes d'émotion, ça n'a rien à voir. Donc c'est assez récent. Alors ça fait 2 ans et demi, 3 ans à peu près que je suis dedans. Après, mon père a toujours porté des montres. Donc ça aussi, ça m'a un peu… Mais ça vient en second. Ça vient en second. Ouais. Enfin, il y a toujours eu des montres à la maison. Donc ma mère, mon père, ils ont toujours eu des montres françaises. Ouais. Hormis Seiko. Mais donc il y a toujours eu ça à la maison. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas me plonger un peu plus dedans. Et j'aime beaucoup tout ce qui est vraiment très précis et qualitatif, on va dire. Et l'horlogerie, c'est tout ça en fait. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu. Je suis un mordu d'histoire aussi. Donc l'horlogerie et l'histoire, c'est un peu… Ça c'est clair que les amis, c'est quand même le vaste sujet, quoi. Mais avec tout ça, est-ce que tu te souviens de ta première montre? Alors, ma toute première montre que mes parents m'ont offert, c'était une Flic-Flac bleue. Ouais. Et après, j'ai eu… Avec la petite palette en carton où tu déplaçais les aiguilles là pour apprendre à lire l'heure? Alors non, non, c'était juste la montre toute seule avec les aiguilles en forme de baguette magique. Ouais. Voilà, je m'en souviendrai toujours, je l'ai d'ailleurs encore. Tu l'as amené? Non, je l'ai pas. Il part déjà avec… Parce qu'elle est dans les cartons et je la retrouve plus. Ah ouais, mais bon, tu pars quand même avec -1 au quiz. Hein. Dites-moi les amis si vous voulez qu'on démarre des quiz parfois avec -1 ou +1 en fonction de ce que nous raconte l'invité, quoi. Je veux bien être l'exemple. Après j'ai eu des Casio, des Swatch très classiques, mais ma première montre entre guillemets de luxe, ça a été il y a 2 ans, c'était une Omega Aquaterra GMT, que j'ai toujours d'ailleurs. Et ensuite, la folie a continué et je suis parti sur une autre Omega, une Seamaster, Diver 300M. Ouais. Et après, t'as un petit problème avec Omega? Alors non, c'est les 2 seuls que j'ai, mais j'aime beaucoup Omega. Enfin, c'est une montre c'est une marque qui m'a toujours parlé. Étant fan de James Bond, forcément, j'ai toujours aimé Omega et puis même d'un point de vue… leur montre me parlait plus que d'autres marques comme Rolex ou… On va vérifier si c'est vraiment un bon barman et tu vas nous dire là, comme ça, là, les cocktails préférés de James Bond. Petit 1. Alors, petit 1, le Dry Martini, au shaker, pas à la cuillère. Ah, la classe James, hein. Petit 2. Petit 2, le Vesper Martini. Ça, c'est quoi ça? Alors, le Vesper Martini, c'est avec les mesures et tout? Non, rapidement. Vodka, gin, quina lillet et un zeste de citron. Bon, il connaît bien son truc. Hein. Est-ce qu'il y en a un 3e pour James? Whisky après, sinon. Oui, whisky classique. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, tu étais à -1 et tu reviens à 0. On pourra démarrer le quiz à 0-0. Les amis, on enchaîne pour le célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es prêt, Augustin? Toujours. Donc là, je t'ai concocté, comme d'habitude, 3 questions. Et j'ai bien fait de bien bosser les questions parce qu'on est tombé quand même sur un client. Alors, tu es prêt? C'est parti. Vacheron Constantin fait partie des plus vieilles manufactures créées au XVIIIe siècle. Absolument. Cherchez l'erreur parmi ces autres marques du XVIIIe. Je vais te citer 3 autres marques ou maisons. L'une de ces 3 n'a pas été créée au XVIIIe siècle. Réponse A, Longines. Réponse B, Favre-le-Bas. Réponse C, Blancpain.
Compliqué. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je n'ai pas révisé mes classiques. Alors hélas, la seconde marque, je ne la connais pas. Favre-le-Bas? Pas du tout. Ok. Ça, c'était la réponse B. Donc oui, A, absolument. Longines, B, Favre-le-Bas, C, Blancpain. Je dirais Longines. Alors, je ne sais pas comment il fait. Est-ce qu'il a zioté sur mon truc, Non. etc. Oui, c'est la bonne réponse. Mais c'est une déduction ou c'est le Par hasard? déduction, parce que je sais que Blancpain, normalement, c'est un chouïa pluvieux, il me semble. Et Favre-le-Bas, je ne connais pas du tout. Donc Longines par déduction. Voilà. Longines, 1830. 1830. Ou 1832, je ne me souviens plus d'ailleurs, créé à Saint-Igné. Sur la fameuse colline Longines, d'où le nom, par Auguste Agassiz. Blancpain. J'ai plus l'année, mais je sais que c'est ça. Blancpain, 1735. D'accord. Favre-le-Bas, 1735, 33, 32. Les deux sont très très tôt. Vacheron-Constantin, 1755. Absolument. Voilà, Favre-le-Bas, tu te rends compte, c'est aussi vieux, aussi ancien, beaucoup moins connu, avec une histoire tumultueuse. Et puis, c'est une marque qui n'a quasiment pas survécu à la crise du quartz. Et aujourd'hui, Favre-le-Bas, de mémoire, c'est détenu par une holding asiatique. Et ça vivote, on va dire. Moi, j'aime beaucoup, puisqu'ils ont fait des mouvements, ils ont intégré des mouvements. Les tout premiers à quartz Girard-Perregaux avec des looks 70s, l'opposé complet de ta Vacheron-Constantin. Et tu sais quelles sont les autres marques du 18e? Il y en a que deux autres. Je suis pas sûr, non. Qui vont bientôt passer sur la chaîne, mais ça vous le savez pas, moi je le sais. Jacquet de Rose. D'accord. Et peut-être le plus grand horloger de tous les temps. Breguet. Voilà. Tout ça, ça date du 18e, donc en 1700 quelque chose, il y a quand même très très longtemps. Imaginez que, grand siècle. Imaginez que Vacheron-Constantin, Jean-Marc Vacheron, on parle de 1755, là où Hans Wilsdorf commence à raconter avec un storytelling magnifique son histoire qu'en 1906, au début du 20e, vous vous rendez compte l'écart. Écoute, je ne sais pas trop comment, je pense que tu mérites de mener un 0, mais j'arrive toujours pas à saisir comment. Bravo Augustin. On continue avec la deuxième question. Alors, en 2018, Vacheron-Constantin lance la collection 56. Absolument. Qui a comme caractéristique, réponse A, une série limitée à 56 exemplaires. Vous savez que Vacheron-Constantin est très connu pour faire des toutes petites séries. Réponse B, un boîtier intégrant des anses biseautées rappelant la croix de l'ordre de Malte, qui est le logo de Vacheron-Constantin. Réponse C, un calibre manufacture à 56 heures de réserve de marche. Alors, je dirais la réponse C. Un calibre manufacture à 56 heures de réserve de marche, c'est ça? Aïe, 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 là, c'est la boulette, là. Là, c'est la boulette, t'es tombé dans le piège. L'erreur, oui. Ah oui, parce que là, c'était complètement un piège, 56 exemplaires. Ça aurait pu être le cas dans des modèles avec les métiers d'art. 56 exemplaires. Réponse A. J'ai dit réponse C, moi. Oui, la A, c'est 56 exemplaires. La C, c'est un calibre manufacture de 56 heures. Autant pour moi. Et non, c'est la réponse B. Et tu regarderas, les amis, c'est absolument passionnant. Ça fait un boîtier absolument magnifique. Si vous regardez les anses et que vous essayez de les déconnecter du boîtier, vous prenez les quatre et vous verrez que si vous les ramenez ensemble, ça représente le symbole de l'ordre de la croix de Malte. Et tu sais pourquoi elle s'appelle 56 ? Pour rappeler justement, parce que moi justement les anses biseautées, ça rappelle le modèle des années 56. Des modèles des années 56 qui avaient les mêmes anses. Et voilà, alors pourquoi tu n'as pas répondu ça? Parce que j'avais jamais remarqué. Ah voilà, et voilà. Donc il y a un modèle, et vous savez quoi les amis? Il y a un invité de la chaîne, Sébastien, qui a été pas loin d'en acheter une, etc. Donc qui a exactement le même modèle, le même look en or que celle sortie en 1956, mais malheureusement, lui, il a des anses classiques, donc là, ça change tout, ça ne veut plus rien dire. Ce qui est intéressant quand même,
c'est que il a fallu attendre, et tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, il a fallu attendre que Richemont, enfin il a fallu attendre, il s'avère que les collections de Vacheron Constantin ont eu des noms, Patrimony, 56, Overseas, Harmony, etc. Il a fallu attendre Richemont pour qu'elles aient des noms, alors qu'avant on n'avait pas de nom, c'était simplement des références avec des numéros. Absolument. Qui met un bazar pas possible dans la gestion des archives pour savoir quel monde, dans quelles conditions, etc. C'est pas comme Rolex, parce qu'il y a une certaine régularité, mais c'est moins bazar. Oui, mais tu as remarqué que par contre Rolex, eux, ils n'ouvraient pas leurs archives. Ah non. C'est-à-dire le fameux extrait des archives que vous pouvez commander chez Audemars Piguet pour 250 € de mémoire. Vous pouvez commander, pour le coup, moi je l'ai eu gratuitement chez Glashütte Original, que vous pouvez acheter, je crois que c'est 180 € chez Omega. Oui. Chez Rolex, il n'y a pas. Ce qui est dommage parce que je pense que c'est une machine d'organisation depuis toujours. Oui. Et un jour, les chers amis de Rolex, ce serait pas mal quand même que vous veniez sur le sujet pour qu'on ait quand même l'impression d'être vos clients. Mine de rien, ça ferait pas de mal. Bon, un partout. Là, c'est le meilleur moment. C'est est-ce que tu vas y aller avec une victoire ou une défaite, mon cher Augustin? Alors, là, je pense que c'est presque cadeau. Et j'aime bien mettre la... Ça me fait trop rire. Bon, à partir de 1938. Oui. Et pendant une trentaine d'années, Vacheron Constantin est intégré au sein d'une illustre manufacture suisse. Laquelle? Réponse A, Jaeger-LeCoultre. Réponse B, Rolex. Réponse C, Patek Philippe. La réponse est un peu simple. Attends, t'es bien sûr. Donc, je suis sûr. Pendant 30 ans, pas loin de 30 ans, Vacheron Constantin appartenait à une autre marque. Je ne parle pas d'intégration mécanique de calibre, mais appartenait à une autre marque. Était-ce réponse A, Jaeger-LeCoultre? Réponse B, je fais exprès. Réponse B, Rolex. Réponse C, Patek Philippe. Non, je vais rester sur la réponse A, je pense. Ah, tu vas rester sur la réponse A, donc ça ne change rien. Et oui, bonne réponse, ça a été une énorme surprise pour moi. On sait globalement, les amis, que du début du XXe jusqu'en 1960, Jaeger-LeCoultre était d'abord, au départ, c'était la famille LeCoultre. Après, ça a fusionné avec Edmond Jaeger. Qui a fait des choses merveilleuses en termes de design, puis la fabrication était confiée à LeCoultre, c'est notamment la Cartier-Tank qui a abouti à ça, et puis après ça s'est transformé en Jaeger-LeCoultre. C'était le watchmaker des watchmakers, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire il y avait des calibres LeCoultre un peu partout, un peu comme Valjoux, mine de rien, qui détient presque les records des prix de montres, souvent c'est un calibre Valjoux qui est dedans. Et bien pour le coup, Vacheron Constantin appartenait à Jaeger-LeCoultre, avec toute la logique industrielle suisse, c'est-à-dire que c'est pas parce que capitalistiquement vous appartenez à quelqu'un qui a une réelle incidence, en tout cas à l'époque, sur ce que vous faites, votre positionnement sur le marché, etc. Voilà la petite histoire. Ça ne pouvait pas être Rolex, on va dire c'est trop jeune, tout ça. Rolex est quand même assez récent. Et puis en plus, Rolex, c'est quand même une magnifique machine d'intégration et d'emboîtage des meilleurs artisans de l'époque. Boninci pour les couronnes, Stern notamment et plein d'autres pour les cadrans, Spillman pour les boîtiers. C'est une histoire très très intéressante, cette petit à petit, cette intégration industrielle qui a abouti en 2000, lorsque réellement Rolex a consolidé toute cette organisation-là. Les calibres Jean Egler également, qui ont quasiment fabriqué pendant plusieurs décennies tous les calibres de Rolex. Rolex, ouais. Absolument. Et puis Patek Philippe. Indépendant. Voilà, Patek Philippe, surtout Patek, c'est une entreprise familiale, toujours avec la famille Stern. Elle est rentrée en 1932. Ouais, voilà, donc il serait rentré en 1932, puis juste derrière, il rachète Vacheron Constantin. Ça ne me paraît pas être la bonne mécanique. C'est une belle victoire, Augustin. Merci. C'est beau ça. T'es content? Bah oui, ça partait mal. Je sens qu'il va nous préparer un superbe cocktail pour fêter cette belle victoire. Les amis, on passe à l'avant-dernière séquence, recto verso.
Là, on va faire une entorse au concept même de Recto Verso. C'est que moi, j'aimerais bien que tu me parles des cocktails. Tu vois, comment on devient barman, comment on devient le Tom Cruise de cocktails et tout ça. Tu fais tourner les bouteilles ou c'est pas ton style? C'est pas trop le style de là où je travaille. Hein. Je connais quelques tours. Quelques tours, on va dire. Enfin, c'est pas des tours, quelques mouvements, voilà, on va dire. Mais c'est pas trop l'idée, on va dire. Comment ça t'est venu ce truc de dire tiens, je vais être un scientifique de l'alchimie, des mélanges et des saveurs et voilà, parce que d'un côté on pourrait se dire barman, t'as des poivreaux toute la journée qui sont là au bar et qui te commandent des demi, tu vois, voilà. Alors que là on est au contraire, là on est sur la minutie, la précision, le mélange des saveurs. Tout à fait. Alors, pour devenir barman… Comment tu as envie de passer de l'autre côté quoi? Parce que déguster un bon cocktail, tout le monde en a envie, mais en faire… J'ai choisi ce métier un peu, ça me revenait trop cher. Non, je rigole. Non. Mon père a toujours été dans la restauration, dans le monde de la restauration, donc j'ai toujours eu un pied dedans. Et il est devenu prof en restauration hôtellerie. Donc j'ai toujours eu ça à la maison, donc ça m'a beaucoup influencé, on va dire. Puis je me suis assorti de fin de mes études, je me suis dit qu'est-ce que je voulais faire. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la précision, rencontrer des gens, rencontrer de nouvelles cultures et ce genre de choses. Et je me suis dit le bar, ça tombe sous le sens, quoi. Parce qu'il y a énormément d'histoires sur la fabrication des produits, un peu comme l'horlogerie en fait. Chaque maison, on va dire, chaque marque a son histoire, a sa propre façon de penser, a sa propre façon de voir, de faire et de voir son produit. Et c'est extrêmement intéressant ce genre de choses. Et après, comment on devient entre guillemets un cuisinier liquide, c'est avec beaucoup de travail. Il y a une formation? Il y a une formation, bien sûr. J'ai fait une mention complémentaire barman qui se fait en 1 an. J'ai fait un brevet professionnel en 1 an aussi. Ça se rapproche un peu, on va dire, d'un master en gros, l'ensemble. Et après, c'est beaucoup de travail. C'est tout ça en alternance, bien évidemment. Donc ça te permet d'avoir les connaissances littéraires, on va dire. Et de savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Et après, de travailler en même temps qui permet justement de mettre ça en place, quoi. Et c'est quoi ton plus grand kiff alors? C'est parce que j'imagine que là-dedans, tu dois savoir, tu vois, faire un daiquiri, Bloody Mary, Mojito, une caipi, un truc, un machin. Bon, ça c'est des classiques. Donc il faut que tu saches les faire. Absolument. Et est-ce qu'il y a toi, ce qui t'intéresse là-dedans, c'est de savoir les faire, parce qu'en fait, un cocktail tout seul, c'est comme une montre, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un client ou une cliente. L'expérience. Donc c'est quoi moi j'ai l'impression que le truc, je sais pas, le plus passionnant, ce serait d'avoir quelqu'un qui dit je voudrais un cocktail, mais je sais pas quoi. C'est ça qui te. C'est absolument ça. Alors. Et t'aboutis à quoi? T'aboutis à je vais vous faire un truc sympa, et puis tu sors une recette qui est connue. Je pense que oui, très bien, vous aimez le gin, machin, je vais vous faire un gin fizz sympa. Voilà. Mais c'est une recette qui est standardisée. Ou tu vas dans une logique, avec ce que vous m'avez dit, je vais vous faire une impro. Il y a la logique d'impro ou pas? Bien sûr, totalement. Alors, par exemple, on va faire un exemple tout bête. Je suis le barman, vous êtes le client. Vous venez me commander un verre. Il est bon le mec, purée. Alors, moi j'aime bien le gin. Absolument. Voilà, j'aime bien le gin. Pas trop de mélange dans tous les sens, voilà. Et puis un truc où, en termes de look, tu vois, il se passe quelque chose, quoi. Que ce soit pas uniquement une affaire gustative. Ton dernier voyage. Voilà mon brief. Mon dernier voyage. Ou une destination que tu aimerais bien. Alors non, dernier voyage. Tiens, regarde, dernier voyage à l'étranger en Afrique du Sud. Parfait. Et prochain voyage, si on peut sortir les amis, parce que là c'est un sketch pas possible, Mexique. Mexique. C'est parfait tout ça, on a beaucoup de matière à travailler. Il est bon, il envoie une réponse et tout ça, comme ça lui permet de réfléchir. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu vas me proposer? Plutôt salé, sucré, acide, amer, umami. C'est quoi le dernier? Umami, savoureux. Comment? Savoureux. C'est le 5e sens. Savoureux. Je ne connaissais pas celui-là, savoureux. Savoureux, d'accord. Plutôt doux,
ou plutôt robuste? Alors je vais faire le client, me posez pas trop de questions, je suis ouvert à la découverte. Pas de souci. Alors du coup, comme vous avez dit Afrique du Sud, on peut partir sur de l'hibiscus, qui peut être très sympa. Avec du gin, ça se marie très bien, avec par exemple un sirop ou une liqueur d'hibiscus maison. Parce que la plupart du temps, dans nos entreprises où on travaille, on essaie de faire le maximum de choses maison. Avec, on peut faire par exemple le Mexique, on peut faire un petit shrub d'ananas par exemple. Un shrub, c'est une macération acidifiée qui va être pétillante. Donc ça se fait souvent avec du vinaigre par exemple. Ça n'aura pas le goût de vinaigre, ça aura un petit goût pétillant et suave et savoureux du coup avec l'agave. Qu'est-ce que tu vas me mettre comme alcool? Du gin, bien évidemment. Il y a du gin mexicain? Hélas, non. Pas à ma connaissance, mais le gin, c'est un marché qui est en plein essor, donc pourquoi pas. Je partirais plutôt sur un gin très classique où on sent beaucoup la genièvre, donc je partirais sur un Bols qui vient des Pays-Bas. Et donc on sent énormément la genièvre, qui est l'arôme principal du gin. Et ça va bien se marier avec l'hibiscus qui est assez doux et un peu amer, avec des petites notes d'amertume. Vous avez vu les mecs comme il fait visiter, là je repense au voyage en Afrique du Sud et je me projette au Mexique, c'est un voyage en fait le cocktail. Absolument. En fait, ce qu'on essaye de faire dans ce genre d'hôtel, en fait, c'est que tout le monde peut venir prendre un cocktail, bien évidemment, dans n'importe quel bar, on peut prendre un cocktail. Ce que les gens recherchent, et c'est un peu comme les montres aujourd'hui, c'est l'expérience. C'est l'expérience et par exemple vous venez au bar et vous vivez une expérience, l'ambiance, le cadre. Si vous avez mangé au restaurant de l'hôtel par exemple, on vous appelle par votre nom de famille. C'est vraiment quelque chose en fait que le client se sente vraiment bien et qu'il vive une expérience, un moment, toujours être souriant, vraiment essayer d'être le plus, on va dire, proche du client sans l'être. C'est être familier mais sans l'être. Non, mais il y a une recherche. Je pense que c'est compliqué quand même parce que là tu travailles dans un palace quoi. C'est quoi un palace? C'est un 5 étoiles? C'est un 5 étoiles. Alors le terme palace, c'est 5 étoiles avec histoire. C'est le top du top de l'hôtellerie. Mais c'est un peu la même problématique. Dites-nous les amis si on délire. Hein. Mais c'est la même problématique que dans l'horlogerie. C'est-à-dire que en fait, s'il n'y a pas quelque chose en termes d'émotion, on reste sur quelque chose qui est quand même super basique, c'est-à-dire je mélange de l'alcool avec des trucs et des machins. Mais vous voyez bien que ce que propose là Augustin, c'est avec d'abord des produits faits maison, puis avec des techniques où finalement moi je ne connais pas, il est à l'écoute de ce que je lui raconte, et donc on essaye de se projeter, et évidemment il y a une dimension humaine qui je pense malheureusement est trop peu présente ou pas assez présente lorsqu'on va en boutique. Hein. Vous savez ce que je pense de l'expérience client chez de nombreux AD où on a l'impression que finalement on n'a pas la tête du client et finalement il n'y a pas grand chose à nous proposer. Pour le coup je suis passé dernièrement, vous avez vu cette vidéo où je parle un petit peu de comment on peut prendre la nouvelle Speed, dans quel sens, qui et pourquoi pourrait être intéressé par cette nouvelle Speed. Je suis allé l'essayer et j'ai rencontré deux vendeurs au point de vente Omega des Galeries Lafayette, Gaël et Patrick. Alors ok, ils m'ont reconnu, mais bon, ça ne change pas que c'était vachement sympa de discuter avec des passionnés qui fondamentalement aiment leur marque, aiment les produits, connaissent l'histoire, etc. Et c'est pas simplement file-moi 7000 balles et puis je t'achète une montre. Parce que là, il faudrait qu'il y ait une autre émission sur l'investissement horloger, les amis, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout et ça existe déjà sur d'autres chaînes. Absolument. Donc là, t'es un peu quand même, c'est un peu la loose. Hein. Actuellement, là, l'hôtel où tu bossais, il est fermé. Absolument, j'étais en saison, en hiver à Megève, donc mon contrat c'était fini, je devais partir en Suisse pour faire une ouverture et ça s'est pas fait. Aïe. Mais bon, après je travaille à côté aussi, je fais des masterclass sur l'histoire du cigare et le cigare en général, qui matchent beaucoup du coup avec ce que je fais sur mon activité principale. Et donc ça, je le fais, je me déplace un peu en France et je le fais par vidéoconférence. Et c'est très intéressant, très intéressant si on aime bien évidemment le cigare.
Mais vous voyez les amis, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, là, je suis sec. Et puis en plus, on arrive à la fin quand même de ce recto verso, mais je suis sec sur le sujet parce qu'en fait, le cigare, je peux comprendre conceptuellement tout ce qui va avec, comment c'est fait, le truc, les arômes, etc. Mais moi, j'y vois un truc qui pue et qui est absolument horrible. Et mécaniquement, bah, voilà, je ne suis pas du tout attiré. Comme quelqu'un qui se dirait, les mecs, c'est qui ce bouffon avec sa Rolex, encore un gros connard, alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On peut avoir quelque chose qui est cher et être un ultra passionné, jusque boutiste, etc., qui constamment apprend. Bah là, le problème, c'est que sur les cigares, j'ai pas envie d'apprendre, quoi. Mais je comprends totalement, et c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, mais pour mon métier, c'est un complément, parce que y a la clientèle qui va avec. Mais après, moi je fume pas personnellement. Ah, c'est bon ça. Je fume pas de cigarettes. Mais tu bois? Non, mais je fume des cigares. Ok, ça marche. Les amis, on enchaîne avec la dernière séquence, ta prochaine montre. Bon là, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas le moment. T'as pas de boulot à peu de choses près, mais est-ce que quand même tu regardes, tu réfléchis, tu penses tu penses. Eh oui. Très prochainement. Très prochainement. C'est vrai, t'es déjà parti sur un truc? Oui, hélas. Hélas? Que tu as commandé, que tu vas recevoir, que tu as Non, trouvé? j'hésite encore en fait. J'hésite encore entre quoi et quoi? Entre deux Reverso, justement, et une A. Lange & Söhne. Et j'hésite. Alors, quel Reverso? Alors, soit la Tribute 1931, fond noir avec les aiguilles seringues, soit la boutique édition Vendôme, la Tribute Small Second avec le fond rouge, lead 20. Ah oui, tu as vu l'épisode sur la Duo Face. Oui, parce qu'on a presque vu les deux, entre guillemets, avec cadran bleu, cadran lead 20, mais ça tirait bien, ça, cadran lead 20. Ouais. Mais j'hésite avec une A. Lange & Söhne aussi. Donc, laquelle? La 1815 Up and Down. Je ne connais pas celle-là. Je vais l'afficher quand même en post-production, etc. Mais pas les récentes du coup, celles de 2000. Celles de 2000. Donc quelques années après le relancement et le renouveau de l'horlogerie allemande. Absolument. C'était le premier modèle qui avait été fait justement pour le 1815. Et c'est pas comme celle d'aujourd'hui qui a 72 heures de réserve par exemple, elle en a que 48, mais elle est à tomber, vraiment à tomber. C'est un remontage automatique ou mécanique? Mécanique. Là, je pars sur du mécanique. Vous voyez, j'en ai parlé récemment, justement dans ce stand-up sur la Speedmaster. Bon, une montre mécanique à remontage mécanique, qui est 48 heures, 40 heures, 72 heures, c'est un non-sujet. De toute façon, tu vas la remonter. Bien sûr. Des fois, si tu n'es pas à la maison pendant un week-end. Et tu y es sur ce projet-là, tu veux dire, tu as envie d'enclencher à court terme ou tu réfléchis? Ah ouais, non mais là, tu es un impatient. Ça se fera, je pense, peut-être février ou peut-être mars. On verra. Dans les deux cas, A. Lange & Söhne d'occasion, mécaniquement. Absolument. Voilà. Les deux autres, tu vas les chercher neuves en boutique ou tu vas essayer de les trouver d'occasion? Alors la 1931, c'est un modèle qui date de 2011. Donc il y en a. Elle est plus en vente, mais ça se vend. Ça se vend et il y en a plein. Tout est relatif. Il y a du choix. Il y a du choix. Et l'autre, alors chose très drôle, c'est que la côte, alors j'aime pas du tout parler en côte et autres, mais est beaucoup plus grande en occasion qu'en neuve. Donc autant en avoir une neuve en boutique. Ah ouais? Oui. Alors la boutique édition, elle est aux alentours de 8 000 € à peu près. Là tu parles de la Tribute Small Second. De la lead 20. Et en occasion, elle tourne aux alentours de 10 000 à 11 000. Sans aucune explication. Parce que je pense que c'est une boutique édition, mais on peut l'acheter en ligne. On peut l'acheter en ligne, donc je sais pas. Oui, mais bon, là les amis, on touche à quelque chose où à un moment dans le prix, il y a la rareté. Absolument. Voilà, donc l'intérêt de la boutique édition sur le papier, c'est que théoriquement, il n'y a que les points de vente de la marque. Donc un point de vente, Gégère Lecoutre, et pas un AD. Mais alors maintenant, si la boutique édition s'achète en ligne, là, évidemment, le paradigme est en train de changer. Et de toute façon, il va changer puisque il y a un confinement presque mondial. Les touristes ont disparu. Vous prenez une boutique de quelque marque que ce soit, qu'elle soit à Londres, Paris, Madrid, New York, Berlin. De toute façon, ce sont des touristes
qui achetaient des montres à 60-70%. Donc maintenant, il y a un vrai sujet de reconquête de la cliente locale. Et à un moment, vous allez sur un site francophone qui est en français, c'est qu'a priori, vous êtes un acheteur français. Mais alors là, le concept de la boutique édition qui est achetée en ligne… Et en plus, depuis sa sortie. Eh ouais, là, ça va chauffer, ça va frotter fort avec les AD. Mais encore une fois, les 10 prochaines années vont être passionnantes parce que… bien sûr. Est-ce que tu es d'accord qu'on est un peu arrivé au crépuscule des 30 magnifiques années qu'on a eues depuis début 90 avec tout simplement le repositionnement de toutes les marques, celles qui avaient disparu qui sont revenues, celles qui n'avaient pas disparu et qui sont toujours de plus en plus fortes comme Rolex, qui est probablement la marque qui a le mieux géré la crise du quartz. Absolument. Mais là, on est quand même arrivé au bout de expérience presque inexistante en point de vente. On cible le touriste, c'est de plus en plus cher, il manque une âme, la guerre des calibres a démarré. Il va falloir se reposer la question comment à Paris on touche des Parisiens, comment à Marseille on touche des Marseillais et comment à Bordeaux on touche des Bordelais, parce que sinon le business va être de plus en plus difficile. Absolument. Après, c'est pas toutes les boutiques qui ont justement le trop peu d'expérience, on va dire, et d'émotion. J'ai été très mal reçu dans plein de boutiques à Paris, ça arrive. Mais j'ai eu aussi d'extrêmement bonnes expériences, sans forcément acheter quelque chose, bien sûr. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, voilà. Donc ça dépend qui on a en vente. Voilà, donc ce qui est assez paradoxal, c'est que l'expérience humaine est trop souvent pas terrible et que la solution à ça serait la vente en ligne. Alors là, évidemment, les bras nous en tombent parce que si demain, en fait, on peut commander avec un bouton à Amazon et on a le cocktail d'origine mexicaine ou d'Afrique du Sud d'Augustin, là franchement, émotionnellement, il se passe plus rien, quoi. Donc là, il faudra vraiment s'interroger, quoi. Absolument. Les amis, on s'est régalé. Augustin, un grand merci. Merci à toi de m'avoir invité. Bravo pour ta belle victoire à ce quiz. Merci. C'est beau ça. Et puis les amis, si vous voulez participer, vous faites comme Augustin, vous m'envoyez un formulaire sur www.dailyshoes.fr. Je le redis à chaque fois parce qu'il y a encore des gens qui m'écrivent sur l'email de la chaîne pour me demander comment on fait pour participer. Bon, le sujet c'est vous, quelle montre, pourquoi. On trouve un moment pour se voir ou sinon on fait ça à distance si vous n'habitez pas en région parisienne. Allez, salut les amis. À bientôt.